by rebels as well. No, the case that has been criminal case building is a very complex matter, especially when you're trying to build them during the war, because there is a name international in the name of my organization, but 3/4, majority of my colleagues are Syrians who are inside every day, every night, risking their lives because they are fighting for justice for Syria, not for some idea of international justice. And my colleagues, seasoned international investigators, are helping them do that. The idea is still that this will be transferred. I will answer your question, but what I want to say is it's crucial that the evidentiary database and the case files and the talent, the Syrian talent that has been built now in these war crimes investigative units will be transferred to ICC or to a hybrid tribunal or Syrian tribunal once the conditions are met to build one that can deliver legitimate justice. So this is a temporary, I would say, ad hoc intervention until there is somebody to give this to that represents legitimate justice. Is the regime the only side that commits the crimes? Of course not. We've seen, and of course here in the West, we've seen for the last year and a half at least, if not longer, an enormous flip in focus on the crimes committed not by the regime, not by many other sides, but by the Islamic State, especially since we had the incursion in Iraq. The CIJ does not investigate only the regime, but the only case that has been completed to the international evidence standard is the regime one. But there are other cases coming. Dans quelle mesure est-ce que la justice internationale fait partie de l'agenda des discussions, des pourparlers qui sont en train de s'ébaucher entre les différents acteurs du conflit? Est-ce que, par exemple, les pays occidentaux se sont engagés à ce que toute solution négociée devrait inclure obligatoirement cette dimension de la justice? I'm not invited, but so I wouldn't. I mean, I would know some things that I hear through my work, but CIJ. In order to have the legitimacy for the future criminal cases, we cannot be seen as advocates or advocating for something. There are plenty of other local but also international organizations such as Human Rights Watch, Amnesty that do so. But from my understanding, of course, there is, especially from the Syrian civil society, still, to my utter amazement, I come from Bosnia, by the way, another place, that we were reading about stuff like this in 90s. So to my utter amazement, the people are frustrated and disappointed and hurt that justice accountability has not been achieved, or the promise of it has not been defined yet, but they still believe in it. And what I can say, I don't know how the negotiations will end, but justice and accountability is just one small segment of a myriad of things that will have to happen in Syria in order to put it back together. So it's important not to forget it, but it's important not to put too much accent on it because it can also be detrimental. But having said that, the story of Caesar and the images we saw of the tortured people, tortured to death, reminds me of the starts of international justice after the Second World War was, of course, the establishment of Yugoslav Tribunal in 1993, barely, not even a year after the war started, and in Bosnia. And it started because journalists walked into a concentration camp and took photographs of the people standing behind barbed wire, looking tortured, looking starved to death. And the tribunal was established in 93. The genocide in Srebrenica happened in 94. 2 wars were still ongoing, and a 3rd war started in Kosovo. So I want to say is, even if you have referral to ICC, it does not mean that the crimes will stop. But will justice happen? Yes, but it's a long process, and today is 2015, so 22 years later, you have both the political and the military leader on trial in The Hague for those crimes.
but it takes a long time. What will speed it up for Syria is the work of all these great organizations inside Syria, and hopefully the contribution we have made, so that the courts don't have to start from scratch after the peace is signed, because we will go and say, here you go. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer la parole à vous. Voilà, vous avez des questions à poser à nos trois intervenants. Je voudrais seulement que vous présentiez et que vous disiez peut-être à la personne à laquelle vous voulez adresser votre question, si c'est nécessaire. Voilà. Vous passez un micro, j'imagine, si je ne sais pas qui veut intervenir le premier. Qui veut être le premier à poser We can talk more if you don't have questions. Merci beaucoup pour organiser tout ça. It's high time. It's been high time. You know, like we said, we've known about this since January 2014, or we could have. The world hasn't. Someone has known, so we could have. You know, actually, my question regards something that one of you said right now. I can't remember who it was, and that even though we have access to all this information, how come the press has not jumped on it? How come it's not common knowledge yet? You know, why is this not like in the news every day? Why hasn't this been in the news every day since January 2014? You know, how can we really close our eyes to this? Well, that's my question. So, yeah, I do find this just unbelievable. Je pense aussi qu'il y a des journalistes dans la salle, donc s'ils veulent répondre, à la limite de dire pourquoi eux ne sont pas coupables de ne pas vouloir couvrir le dossier, mais pourquoi est-ce que le conflit syrien peut-être n'est pas suffisamment couvert, tenant compte de la gravité de ce dossier. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour cela. D'abord, je ne sais pas quelle est la raison principale, mais il faut savoir que c'est devenu de plus en plus dangereux d'annoncier, tout simplement. Dangereux parce que c'est une guerre, ensuite dangereux parce qu'on risque d'être kidnappé. Donc forcément, quand vous avez accès au terrain, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas accès à l'information, mais pour avoir accès à l'information, il faut plus de temps. Et les journalistes sont comme tous les métiers du monde aujourd'hui, on manque de temps. C'est-à-dire qu'avant, quand on vous laissait 15 jours pour faire une enquête, aujourd'hui on vous laisse 2 jours. Donc forcément, vous allez au plus rapide. Et quand vous allez au plus rapide, vous allez au noir ou au blanc et vous ne faites pas de bruit parce que vous n'avez pas le temps de faire du bruit. Ensuite, si vous voulez faire du bruit et si vous voulez enquêter sur les crimes du régime, plus que sur les crimes de Daesh, Daesh expose sa barbarie. Quelque part, expose sa barbarie. C'est-à-dire que Daesh met sur les réseaux sociaux sa barbarie. Sauf que maintenant, on s'aperçoit en fait qu'ils mentent aussi. Et parfois, quand ils annoncent avoir décapité 40 personnes, ils en ont décapité 15. Et vous avez des Syriens aujourd'hui qui travaillent sur ça justement pour expliquer qu'en fait, ils n'ont pas décapité 40 personnes, mais 15. Donc voilà, même encore maintenant au-delà de la propagande de Daesh. Mais quand vous êtes donc journaliste et qu'on vous laisse 2 jours, quelque part, vous allez chercher dans les réseaux sociaux ce que vous pouvez récupérer en 2 jours. Travailler sur les crimes du régime, ça demande plus de temps, c'est des Skype, voilà, et quand votre rédacteur en chef vous laisse 2 jours, vous faites ce que vous pouvez, quoi. Quand vous êtes indépendant, c'est plus facile. Donc, et puis Daesh est un ennemi tellement facile. Ils sont barbus, les femmes sont voilées, donc pour nous c'est l'opposé, c'est parfait, on n'a pas à chercher à se comprendre. Ils sont forcément différents de nous, donc forcément c'est l'ennemi facile. Et les journalistes, ils sont comme tout le monde, enfin, avec des a priori, des clichés, et c'est plus facile de travailler quand vous n'avez pas de but. Je peux vous dire, quand vous doutez, c'est fatigant de douter. Donc d'avoir un ennemi comme Daesh, on ne doute pas, on y va. D'avoir un ennemi ou d'aller chercher un ennemi dans quelqu'un qui n'est pas voilé, qui n'est pas barbu et qui vous parle de laïcité, eh ben, il faut douter. Et donc voilà, c'est plein, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les journalistes travaillent plus facilement sur Daesh que sur les crimes du régime. Il y a plein de petites choses qui peuvent expliquer ça. C'est pas forcément que de la manipulation, c'est une question de temps, c'est une question de facilité, voilà, en gros, c'est ce que je pourrais expliquer. Sorry, can I add something very quickly as well? On n'a plus qu'un seul micro, d'accord. Yeah.
I think also it's like there is a main problem that we have war journalism, but we don't have a justice journalism. We don't have also at the same time peace journalism. This is why an image of ISIS would really attract all the media attention for days and days, while some minor activities, even though that people might risk their lives to shoot certain footage, wouldn't really take all this attention. And this is also where sometimes it's even funny. When I was in London, in Kobani, a small town in Syria, where we're also fighting ISIS, and I could see that for weeks. And then even some of my colleagues in the course, they thought Kobani is a whole country. So when I told them Syria, I told them like Syria is next to Kobani, because the media presented this event as something totally huge. So I'm not making it something simple, but I mean, the topic, how let's say sexy and more attractive to the media is the war, also the extremism, all of that. But nobody is interested, for instance, how even people are peacefully resisting such brutal activities, for instance. And people, they think that this thing doesn't exist anymore in Syria, while it's happening every day in many, many other towns. Nobody would hear of them because there is no interest as well. It's not just no access. Even when there is access, there is no interest as well. Juste pour dire, les femmes de Kobani, qu'est-ce qu'elles sont belles. Voilà, c'était dans les pages nouvelles, c'est comment? Elle ressemble à Pocahontas. Non mais c'est vrai, voilà, elles étaient partout. Et maintenant, on est en train de se rendre compte que le pays irakien n'est pas super démocrate, quoi. Mais il nous faut du temps. Et voilà, on est aussi façonnés, les journalistes sont façonnés par les a priori, les clichés de leur propre société. Et les femmes de Kobané, ça faisait des photos magnifiques. Et effectivement, Kobané, c'est tout petit, quoi. Voilà, et les femmes syriennes qui se battent dans d'autres villes, on n'en entend pas parler parce qu'elles sont peut-être différentes de nous et qu'elles sont moins photogéniques, quoi. Je sais pas. Mais ça met en colère beaucoup de journalistes. Hein. C'est pas. Voilà. Can I ask a follow-up question very quickly? You just said, Michal just said, it's difficult for journalists to go on the field, to go down to Syria, to spend 4 days on one subject. You just said there's this time pressure, people don't have the time. I can understand that, but how about if this story comes to us, as it did? I believe there was this exhibition in the European Parliament in, I think, June this year. What about the media coverage after that? I didn't see much of that. How is it possible that our media would not cover that kind of event, in a major fashion? How is it also possible that it took us like a year and a half something to even be allowed to show these photos in the European Parliament? Because they had been shown at the UN, I think, a year earlier or something like that. So why aren't we reacting? I guess, I don't know, we're not being naive, but what are the mechanisms preventing ourselves, our politicians and our media from responding to an event such as the exhibition in the Parliament in June this year? Je vais suggérer juste une idée, en fait. Suzanne Müller, qui est professeure de journalisme, d'études des médias à Washington, a écrit plusieurs livres sur précisément ces questions-là. Pourquoi est-ce qu'on couvre plus un conflit qu'un autre? Et elle disait, il y a des formules dans le journalisme. Une des formules qui est nécessaire pour créer l'intérêt dans un pays qui est quand même assez éloigné, qui n'est pas chez nous, vraiment au cœur de l'Europe, c'est lorsqu'on peut appliquer la formule du bon et du mauvais. Le journaliste a besoin de pouvoir s'identifier à des héros dans ce type de conflit, et que l'un des problèmes de certains de ces conflits, c'est pas seulement le cas de la Syrie, mais d'autres conflits aussi, c'est le cas en Afrique centrale par exemple, c'est la difficulté pour les journalistes de s'identifier à une faction qui peut représenter ce que estiment être les valeurs humaines dont se réclame très souvent le journalisme international. Et que dans le cas du conflit syrien, le drame de la couverture, le manque de couverture, c'était la disparition de ceux qui ont été à l'origine de la volonté de réforme et qui ont été écrasés tout de suite, les non-violents, les pacifiques, dont on a parlé ici et que Mustapha représente certainement, et que tant qu'il n'y aura pas dans le panorama qu'on nous présente la possibilité de se dire il y a une alternative, il y a des gens qui ne représentent pas des factions rebelles
qui nous apparaissent extrémistes, ou le gouvernement lui-même aussi extrémiste, eh bien on aura du mal à proposer finalement une couverture qui soit plus importante. Enfin, ça c'est une thèse que développe Suzanne Muller. Je crois que c'est assez intéressant de réfléchir à ça. Et que ce que disait Mustapha, qu'il y avait autre chose que simplement des groupes armés qui violent les droits humains ou qui commettent des exactions, qu'il y a une société civile qui continue à espérer. C'est ça qui est la clé peut-être bien de cette relation, cette identification, cette proximité médiatique. Voilà, je résume ce que dit en partie Suzanne Muller. Peut-être, mais ici il y a des journalistes qui peut-être bien peuvent dire voilà pourquoi chez moi on ne peut pas en parler davantage, parce que mon rédacteur en chef me dit écoute, franchement, la Syrie on l'a déjà fait. Voilà. Oui, j'ai une question factuelle d'abord pour Garance. Comment est-ce que César est sorti? Il a été exfiltré? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on sait quelque chose? Et puis je reviens aux mêmes questions qu'on se pose ici. Bon, au début, des mois durant, un peuple, des centaines, des dizaines de milliers de Syriens ont manifesté pacifiquement. On n'en parlait pas, ça n'intéressait personne. Quand on a commencé à collecter des fonds ici pour les Syriens, ça n'intéressait personne. Ça n'était pas sexy, c'était pas quoi, mais ça n'intéressait personne. Ça n'a mobilisé personne. Qu'est-ce qui fait que ce conflit-ci en particulier ne réussit pas vous me direz oui, il y a la géopolitique, la géostratégie, etc., mais qu'est-ce qui fait qu'on continue à regarder maintenant d'un côté Daesh et de l'autre côté le régime, et qu'on ne voit pas qu'il y a là derrière un peuple avec des gens qui se battent aussi pour autre chose? Et je pense qu'on a un jour l'histoire nous reviendra et on nous dira vous portez tous une responsabilité extraordinaire. Enfin, je veux dire, je pense que c'est une question qu'on doit se poser. Merci. Garance, tu réponds? Alors, César a été exfiltré à l'été 2013. On ne peut pas tout raconter et je n'ai pas toutes les informations non plus, j'en ai certaines, mais pas toutes. Il a été exfiltré parce qu'il a senti qu'il était en danger. Donc il a été exfiltré par l'armée syrienne qui l'a fait passer de Damas à la frontière sud. Et il est passé de 50 mètres en 50 mètres, il a été mis entre les mains de gens locaux, parce que Mustapha le disait très bien, il faut imaginer maintenant la Syrie comme énormément de poches locales, où chaque localité fonctionne d'une manière différente de celle d'à côté, pour des raisons qu'il a expliquées, qui sont vraiment, je pense, très intéressantes à avoir en tête. Et il est passé d'un endroit à un autre, parce que pour être sûr de l'endroit où vous êtes, il faut que ce soit quelqu'un de local qui puisse vous guider. Donc tous les 50 mètres, tous les 100 mètres, il changeait de contact. Et du coup, ça me fait penser au fait que peut-être que c'est peut-être aussi une des raisons. Parce que la Syrie n'est pas monolithique. Et quand vous allez en Syrie, vous n'allez qu'à un seul endroit et vous ne racontez que ce que vous voyez à cet endroit-là. Vous ne savez pas forcément ce qui se passe à côté, à 50 km ou à 5 km dans le village d'à côté. Et peut-être que c'est compliqué aussi de bosser sur ça. Je pense qu'il y a plein de raisons. J'en avais une tout à l'heure, puis là j'ai oublié en plus. Pourtant, tout à l'heure j'avais une réponse. Ça va revenir. La mémoire fatigue un peu. Ouais, la propagande d'Assad, et puis. Je sais, ça va revenir. Voilà, je pose une question de Mustapha. Moi, je vais poser la question de Mustapha. Comment est-ce que lui, comme Syrien, voit précisément cette couverture de la presse internationale? Ce qui peut être étonnant, puisque la Syrie, c'est l'un des premiers pays où, c'est vrai, il y a l'absence des médias internationaux en raison du danger que représente ce pays, mais c'est vrai, en même temps, c'est là que s'est développé, ces dernières années, des réseaux d'informateurs citoyens qui ont fourni des quantités extraordinaires d'informations sur ce qui passait dans la région. Alors les juristes internationaux ont dû apprendre à décoder cette information-là, mais c'est vrai que c'est la première fois pratiquement qu'on assiste à un conflit qui est couvert par des citoyens qui cherchent à compenser précisément cette absence relative ou presque absolue parfois dans certaines zones de la presse internationale. Alors comment est-ce que, Mustapha, vous voyez ça? I think it's partially true also that
many areas that it's not accessible by journalists. But I don't see that this is actually the main reason for lacking of the coverage, because there are many of the, as you mentioned, the citizen journalists who would provide, and already there's a huge data hasn't been used so far. And also at the same time, those who are interested, it's very easy that there's a huge networks also inside that they could easily contact through Skype and ask people even